Bienvenue à tous pour cette édition spéciale sur la préparation des données. On continue notre série sur la préparation des données, mais cette fois-ci, on récapitule absolument tout, donc les 4 dernières vidéos en 5 minutes. Enfin, on va essayer de faire ça en 5 minutes parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. On est parti. Allez, donc je le rappelle, hein, le sujet, c'est de résumer ce livre de 400 pages, La préparation de données en machine learning de Jason Brownlee. Donc, on va rapidement poser quelques briques de fondation, parler de nettoyage de données, sélection de features, transformation de données, et voilà, transformation avancée et réduction de dimensions. On est parti. Est-ce que vous êtes prêts? J'attends pas votre réponse. On démarre la fondation. Alors, pourquoi il faut faire la préparation de données? On en a déjà parlé, hein. Donc, les données brutes sont inadéquates. Chaque modèle de machine learning a des nécessités. Et le but, c'est de trouver la meilleure représentation qui montre la structure sous-jacente des données. Et c'est rarement le cas des données brutes telles quelles. Donc, il faut préparer les données. Ça prend le plus de temps. C'est forcément unique à chaque projet puisque les données sont uniques et ça prend beaucoup de temps. Et bien évidemment, garbage in, garbage out. Si les données sont de mauvaise qualité, le modèle aura des mauvaises performances. Il faut faire tout ça dans le respect des bonnes pratiques, bien évidemment, et faire attention au data leakage. Le but, c'est pas de faire des transformations dans tous les sens et puis ensuite faire de la cross-validation, etc. Il faut faire attention à ce qu'aucune information de la target fuite dans le training. Pour ça, la bonne manière, c'est d'utiliser donc le pipeline dans scikit-learn et de s'assurer que toutes les transformations qu'on va opérer pendant les préparations sont bien inscrites dans un pipeline. Comme ça, lorsqu'on va utiliser une stratégie de cross-validation, on est sûr que ça va bien se faire sur la partie training et que la partie validation sera bien à l'écart. Donc, gardez ça en tête. On met toutes les opérations dans un pipeline et c'est le pipeline qu'on donne ensuite à la cross-validation. Ça, c'est la bonne manière de faire. Allez, on est parti sur la préparation des données, sur la partie cleaning. Donc, les basiques, la gestion des outliers et la gestion des données manquantes. Il ne faut pas que j'oublie de respirer pendant cette conférence, sinon je vais mourir. Première partie, supprimer les colonnes avec aucune information. Donc, vous utilisez le variance threshold de scikit-learn et automatiquement, vous enlevez les colonnes qui n'ont qu'une seule valeur. Donc, théoriquement, qui n'apportent aucune information. Vous supprimez les dupliqués avec drop duplicate, c'est simple, c'est efficace. On passe à la suite, les outliers, deux méthodes principales hein, pour déterminer si vous avez un outlier. Vous utilisez ces distributions égaussiennes, une certaine distance à la moyenne, donc un certain nombre de fois l'écart type, 1, 2, 3, à vous de voir en fonction du nombre d'informations que vous êtes prêt à supprimer ou à garder, hein, ça peut être utilisé comme une feature. Deuxième approche, l'approche par l'interquantile à distance interquantile. Donc, vous définissez un facteur, hein, et en fait, le fameux facteur, ça va vous déterminer les petites moustaches à gauche et à droite. Et ce qu'il y a à gauche de la moustache inférieure et à droite de la moustache supérieure vont déterminer vos outliers, tout simplement. Dans cette équipe-là, vous avez local outlier factor qui va vous permettre de déterminer un score de normalité, ou plutôt un score qui montre à quel point un point est isolé. Point. De la même manière, vous avez les isolation forest dans scikit-learn, un algorithme qui va splitter vos données. Plus un nombre est séparable facilement, plus il est anormal, plus un point est splittable difficilement, donc où il faut beaucoup de split, plus il est normal, puisqu'il faut le découper le gâteau plus nombreuses fois. Ouf, il ne faut pas que je perde le fil. Donc voilà, donc ça va vous donner pareil, un score de normalité ou d'anormalité. La gestion des données manquantes. Donc on peut toutes les supprimer, comme on l'a vu précédemment, mais bon, dans certains cas, ça peut être délicat. Donc on va utiliser les imputers, et notamment dans scikit-learn, il y a le simple imputer. Vous lui précisez sa stratégie, et lui il va remplacer automatiquement les valeurs manquantes, soit par la moyenne, la médiane, la valeur la plus fréquente ou une constante, à vous de voir en fonction du problème. Également le KNN imputer qui lui va du coup faire un petit KNN avant pour imputer les valeurs manquantes en fonction des cas voisins les plus proches. Également l'itérative imputer. Donc le but c'est qu'on va imputer de manière itérative les différentes features où il manque des colonnes pour se rapprocher d'une valeur la plus probable possible.
C'était tout pour la partie nettoyage. Maintenant, on passe à la partie sélection de features sans plus tarder. Plein de choses à voir. La première partie, c'est une approche statistique pour la sélection des features. Donc l'idée, dans l'approche statistique, c'est qu'on va comparer une variable à la fois en fonction de la target et voir, l'influence que la variable a sur la target. Pour ça, on va mesurer, notamment grosso modo des corrélations. La plus commune, c'est la corrélation de Pearson, hein, dont la formule est ici et le but, bah, c'est de voir s'il y a des corrélations ou pas et évidemment, c'est pas forcément intéressant d'avoir 2 features, qui sont, corrélées de la même manière. Je sais pas ce que je dis, mais je continue. Donc du coup, pour faire ça, dans scikit-learn, select k-best, donc le but est de sélectionner les k meilleures features. On utilise pour scorer nos features ici donc f-regression, donc derrière ça va utiliser la corrélation de Pearson et là on lui dit de conserver toutes les features puisque dans notre cas on veut afficher, justement les différents, corrélations, enfin scores de corrélation et là on voit qu'il y a certaines features sur les 100 qu'on avait qui sont beaucoup plus importantes. On a une autre méthode que la corrélation de Pearson, c'est l'information mutuelle, et pour ça, il suffit de mettre Mutual Info Regression. Les deux méthodes que je viens de montrer, c'est dans le cas où la feature et la target sont des valeurs numériques. Dans le cas où on a une valeur numérique et une valeur catégorielle, que ce soit dans la feature ou la target, on va changer nos outils statistiques et notamment on va prendre le ANOVA F-test pour ça, toujours select k-best, mais cette fois-ci avec F classif, tout simplement. Et on peut utiliser l'information mutuelle, mais cette fois-ci, on ne met pas Mutual Info Regression, mais Mutual Info Classif. Et ça fait la même chose. Quand nos deux colonnes sont catégorielles, on va utiliser le key 2, le test du key 2. Et donc pareil, ça va nous donner un score sur nos différentes features. Et pareil, Mutual Info Classif qu'on a déjà abordé tout à l'heure. Maintenant, on va faire un focus sur la famille des feature importance. On laisse de côté les statistiques. Donc, feature importance, donc ça va être très intéressant puisque bah, ça va nous donner des informations concrètes. Et voilà, et puis c'est cool, tant mieux. Donc, il y a trois types, hein. Il y a par rapport aux coefficients, aux arbres de décision et au permutation testing. Les coefficients, donc les coefficients finalement ça va être tout ce qui est à base de modèles linéaire, régression logistique, lasso, élasticnet, etc. Et en fait c'est intrinsèque au modèle. Dans scikit-learn on va faire .coef et on va directement récupérer la valeur des coefficients. Pour comparer les coefficients entre eux, bien évidemment, pensez à les mettre sous la même échelle. Et ensuite, on les compare. Et évidemment, plus une feature a un coefficient élevé, plus elle va avoir d'impact sur la target. De la même manière, sur les modèles à base d'arbres, on va avoir ce qu'on appelle les feature importance. Donc pareil, ça va être un score qui va déterminer l'importance de cette feature dans la création d'un arbre. Et donc on l'obtient avec le feature importances, l'attribut feature importances. Une autre approche qui est totalement agnostique par rapport au modèle qu'on a, à l'algorithme qu'on a, c'est la permutation feature importance, où là, on va simplement faire tourner un algorithme. Je ne rentre pas dans le détail, la formule est là. Et donc, pour ça, permutation importance, on lui donne le modèle x, y, l'objet, la valeur, la métrique qui va servir d'évaluation. Et ensuite, ça va nous donner des feature importance. Voilà, maintenant qu'on a calculé donc nos feature importance, que ce soit avec des coefficients ou autres, ce qu'on va faire pour éviter de manipuler à la main les choses, on va utiliser select from model, lui donner le modèle et ensuite lui dire le nombre de features qu'on veut garder au maximum. Et comme ça, à la sortie, on a FS, ici on a un modèle avec les 5 meilleures features de ce random forest, basé soit sur feature importance si le modèle l'implémente, soit sur l'attribut coef. Ça, c'est plutôt cool. RFE, c'est une autre méthode, donc Recursive Feature Elimination. L'idée, c'est qu'on va progressivement entraîner un modèle sur des features et on va supprimer les features au fur et à mesure pour à la fin ne garder qu'un certain nombre de features. Donc là, RFE, et on garde que 5 features. SFS, donc ça c'est la méthode un peu brute force. En fait, c'est simple. Teste, on entraîne un modèle avec une feature et on fait ça sur toutes les features. Donc si on a 10 features, on va entraîner 10 modèles. On va regarder les features importance et on ajoute une feature au fur et à mesure. Donc c'est extrêmement long puisqu'à chaque fois on va tester toutes les combinaisons de toutes les features.
Je définis importance, mais pas du tout. Justement, on va mesurer le score de performance et justement, on n'a pas besoin de l'attribut coef ou feature importance là-dessus. On continue sur data transformation. Je pense que 5 minutes sont passées, mais c'est pas grave. Les transformations, on a plein de choses à dire. La première étape, c'est transformer les données numériques. Pourquoi? Enfin, scale et mettre à l'échelle. En général, les modèles marchent beaucoup mieux quand les paramètres sont à la même échelle et surtout sont plutôt faibles. Ils sont beaucoup plus stables. Et voilà, donc deux techniques populaires, normalisation, standardisation. Normalisation, c'est simple, on soustrait la moyenne, on divise par le max moins le min, et ça nous ramène à entre 0 et 1 min-max scaler dans scikit-learn. La standardisation, c'est la même approche, entre guillemets, on soustrait d'abord la moyenne et on divise par l'écart type, ce qui fait qu'on ramène notre distribution avec une moyenne à 0, un écart type à 1. Idéalement, il faut que la distribution soit gaussienne pour que ce soit efficace. Dans scikit-learn, c'est le standard scaler. Robust standardisation, un autre outil qui peut être utile, notamment si vous avez des outliers, qui vont venir influer sur la moyenne et sur l'écart type. Donc là, en fait, on ne soustrait pas la moyenne, mais la médiane, et on divise le tout par le troisième quartile moins le premier quartile, ce qui va nous permettre de ne pas prendre en compte les outliers. Pour encoder les données catégorielles, évidemment, nos algorithmes, ça reste des algorithmes mathématiques, il leur faut des chiffres, donc on va devoir encoder les valeurs catégorielles. Deux types de valeurs catégorielles, les valeurs nominales, donc un ensemble fini de valeurs sans forcément d'ordre, comme le nom des villes, Toulouse, Paris, Tokyo, Brest, etc. Ou des valeurs ordinales, donc un nombre fini de valeurs, mais cette fois-ci qui ont un ordre, bébé, enfant, adolescent, adulte, retraité, etc. Il y a un ordre dans l'espace fini de valeurs. S'il y a un ordre, ordinal encoding est préconisé, donc ordinal encoder, fit transform, et automatiquement notre colonne est transformée avec l'encodage. S'il n'y a pas d'ordre, on recommande le one hot encoding. Donc là, c'est tout simple, hein, il va faire du one hot encoding, one hot encoder, bam bam bam, ça génère tout ce qu'il faut. Demi-variable encoding, c'est comme le one hot encoder, mais avec une colonne en moins. Pour ça, il suffit d'ajouter le drop first. Je ne rentre pas dans les détails. Vous pouvez voir mes autres vidéos si besoin. Ensuite, comment rendre les distributions un peu plus gaussiennes? Puisque donc l'idée c'est, ça marche plus en fait tout simplement, hein. On va utiliser Power Transform de scikit-learn. Donc il y a plein de choses pour le paramétrer. Power Transform, donc la première méthode, la méthode boxcox avec uniquement des valeurs positives. Il suffit de le préciser dans la méthode boxcox. Son alternative, donc ça marche pour n'importe quelle valeur, Yeo Johnson. Ça marche particulièrement bien si vous le précédez d'un standard scaler. Maintenant, comment changer la distribution des données numériques? Distribution gaussienne, on l'a vu, enfin on le fait différemment. Donc là, on va utiliser le Cantal Transformer et ça va ramener toutes les features en distribution selon la distribution que vous affichez dans ce paramètre-là, donc la distribution normale avec n quantiles. Donc là, vous définissez le nombre de quantiles. Ensuite, distribution uniforme, il suffit de mettre uniforme ici, et là, on voit bien qu'on a bien une distribution uniforme. Maintenant, transformer des données numériques en données catégorielles, donc c'est l'inverse, on fait de la discrétisation ou du binning. Donc certains algorithmes préfèrent ces répartitions-là, comme les modèles à base d'arbres. Donc pour ça, k-bit discretizer, et on lui donne la stratégie. Donc là, on lui donne une stratégie uniforme. Et voilà. Je ne suis pas sûr que le schéma soit associé, mais bon, c'est pas grave. La autre stratégie quantile. Donc on lui dit on fait 10 pins qui contiennent le même nombre d'informations. Comment générer de nouvelles variables? Avec l'explosion polynomiale, c'est très simple. On fait polynomial features, le nombre de degrés, et on va avoir toutes les variables à la puissance 0, à la puissance 1, à la puissance 2, et les produits associés comme il faut. Donc à partir typiquement de 2 features, 2 et 3, vous allez avoir 1, 2, 4, 3, 6, 9, beaucoup plus de features. Donc ça peut être intéressant pour modéliser des relations non linéaires. On continue sur les
transformer avancé. Transformer avancé, donc là, c'est surtout la présentation de colonnes transformer qui va permettre d'appliquer des transformations différentes en fonction des colonnes. Donc là, on dit on a nos colonnes numériques, on a nos colonnes catégorielles et on va appliquer des transformations différentes. Donc catégoriel, on va appliquer un one-hot encoder. Numérique, on va appliquer un min-max scaler. Et notre ensemble de transformers, on le met dans un colonne transformer qu'on passe lui-même au pipeline. Pardon. Et du coup, des transformations différentes vont être effectuées sur les colonnes. C'est magique, c'est cool, ça marche bien. On peut également appliquer des transformations spécifiques sur la target avec transform target regressor. On nous donne donc notre pipeline dans l'attribut regressor et ensuite transformer, on lui donne la transformation qu'on va appliquer sur la target. Pickle, ça va être notre couteau suisse pour sauvegarder les données avec dump et charger les données avec load. Dernière partie sur la réduction de dimensions. Le but, c'est de réduire les dimensions, tout est dans le nom. Plusieurs approches. LDA, Linear Discriminant Analysis, très pratique pour les classifications multiclasses. Donc, Linear Discriminant Analysis avec le nombre de composants qu'on veut garder. PCA, le plus connu, le fameux, l'incontournable, pour faire des projections selon les composantes principales. Donc, pareil, PCA fit, on lui donne le nombre d'axes et ça fonctionne. SVD, Singular Value Decomposition, très utile pour les données creuses. Donc Truncated SVD dans scikit-learn, on lui précise le nombre de composants et ça fonctionne. Tisny, donc il est indiqué, mais c'est plus pour de la visualisation. Tisny, tout simplement. Autoencodeur, donc également autoencodeur pour faire de la réduction de dimension, ça peut être utile puisque je rappelle, il y a un espace latent au milieu entre l'encodeur et le décodeur qui peut servir de compression. Pour terminer ce live qui aura duré quasiment 5 minutes, un chouïa, on a vu vraiment les fondamentaux du nettoyage de données, la sélection de features, transformation de données, transformation avancée, réduction de dimension. Je suis allé extrêmement vite. Je vais maintenant prendre le temps de respirer. Si vous voulez plus de détails sur chacune des parties, je vous indique, je vous recommande plutôt la vidéo associée. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt.